Bonjour à toutes et à tous. On va commencer parce que Monsieur Puil va vraiment partir à 15 heures pour rejoindre la ville de Rennes. Donc merci à toutes et à tous d'être là pour cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer. Donc je suis Florence Nussbaum, je suis la co-directrice scientifique de cette édition consacrée aux terres. Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder la crise du logement. Quelles solutions ? Alors, quid des terres, me direz-vous ? Eh bien, ces logements, ils sont construits sur des terres. Et donc, la crise du logement, elle est liée aussi à la question du foncier disponible pour construire de nouveaux logements et au coût du foncier pour l'accès à la propriété, par exemple. On va en reparler. Donc avec moi aujourd'hui pour en parler, donc immédiatement à ma gauche, Honoré Puil, qui est donc vice-président de la métropole de Rennes, délégué à l'habitat et au logement. Puis Renaud Legoy, qui est géographe à l'université Paris-Cité, et Gaspard Lyon, qui est sociologue à l'université Paris-Nord. Alors pour commencer, on va peut-être essayer de caractériser cette crise du logement. On entend tous le terme crise du logement, mais qu'est-ce que ça signifie, crise du logement, et quel est le lien avec cette question du foncier ? Quelles sont les causes de cette crise du logement et comment elle se répartit spatialement ? Je vais peut-être passer la parole à Renaud en premier lieu, ou non, à Gaspard, puis à Renaud. Oui, bonjour, merci. Alors, donc, oui, pour commencer, peut-être effectivement, avant de discuter vraiment des réponses à apporter à la crise du logement, quelques éléments de caractérisation de la situation aujourd'hui. C'est une crise qui a une dimension structurelle, elle ne date pas d'hier, elle renvoie à une histoire assez profonde, mais de fait, elle s'est fortement aggravée au cours des dernières années. On peut en donner quelques chiffres. En réalité, on peut prendre pas mal d'indicateurs différents et quasiment tous les indicateurs vont dans le sens d'une dégradation de la condition, de la situation du logement aujourd'hui en France. On le voit du point de vue des trajectoires résidentielles, des trajectoires qui sont de plus en plus bloquées du point de vue de la mobilité. On parle beaucoup de l'accession, mais de manière générale, ce qu'on voit, c'est que les choix en matière de logement se sont beaucoup restreints au cours des dernières décennies, notamment depuis les années 2000. Donc ça, c'est évidemment un premier symptôme très marquant et qu'on voit de manière très, très prégnante aussi du côté du parc social, dont on discutera sans doute tout à l'heure, dans la manière de répondre, dans les réponses qu'on peut apporter à la crise du logement. Ça se manifeste aussi, bien sûr, du côté du taux d'effort, c'est-à-dire la part du budget qui est consacrée au logement, qui a véritablement explosé depuis les années 2000, qui a très nettement augmenté, on y reviendra sans doute aussi. Des situations de surpeuplement accentuées. La Fondation Abbé Pierre parle dans son dernier rapport de plus de 15 millions de personnes qui sont confrontées à des difficultés plus ou moins prononcées de logement. Et parmi elles, on a plus de 4 millions de personnes aujourd'hui qui sont mal logées ou privées de logement. Et mal logées pour la Fondation Abbé Pierre, c'est un terme qui renvoie à des situations quand même extrêmement difficiles. Souvent, c'est occuper un logement privé du confort de base pour l'INSEE. Donc privé du confort de base pour l'INSEE, c'est être privé en fait d'eau courante, de douche, de sanitaire chez soi. C'est occuper des logements insalubres qui mettent du coup en danger la santé, l'existence des personnes. C'est des situations aussi, donc je le disais, de privation de logement. On a plus d'1 million de personnes aujourd'hui en France qui sont privées de logement. Parmi elles, plus de 330 000 personnes sans domicile. C'est un chiffre à la fois qui est sous-estimé, puisque en fait la définition des sans domicile en France, elle repose sur des catégories de l'INSEE et de l'INED, et elle part d'une définition finalement assez restrictive. Malgré tout, on pourra y revenir si vous voulez, mais en tout cas, malgré tout, ce qu'on observe, c'est que ces 330 000 personnes, c'est un chiffre qui a doublé en l'espace de 10 ans, qui a été multiplié par 3 depuis les années 2000. Donc on voit que la crise, elle a des effets extrêmement forts, extrêmement prononcés, extrêmement violents. Une autre manifestation, je crois, peut-être importante à souligner de la crise du logement, c'est aussi la précarisation des statuts d'occupation des logements. C'est une autre expression particulièrement forte depuis les années 2000 de cette crise, qui se manifeste donc sur le taux d'effort, la hausse des prix des logements, qui est bien, véritablement au cœur de la crise aujourd'hui. C'est-à-dire en fait le
le désajustement croissant entre les prix des logements qui ont été tirés vers le haut et les ressources des ménages qui n'ont pas suivi cette hausse. Ça se manifeste du point de vue, je disais, des conditions matérielles, mais donc aussi du point de vue des statuts d'occupation des logements. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, depuis la fin des années 80, et plus encore depuis les années 2000, dans un contexte d'envolée des prix du logement, augmenter de manière très significative ces logements qui sont faiblement protégés d'un point de vue juridique. Ça va être des locations en meublé, ça va être l'hébergement chez des tiers qui a explosé, l'hébergement institutionnel, les squats dans une moindre mesure, la sous-location, enfin voilà, tout un ensemble de situations qui relèvent pas du droit commun locatif et qui offrent des garanties beaucoup plus faibles, voire inexistantes dans certains cas aux personnes qui les occupent. Je pense là notamment à des situations de logement ou d'habitat qui ne sont pas reconnus comme tels par la puissance publique, où les personnes qui les occupent sont privées de tous les droits, toutes les garanties qui sont associées à un bail locatif. Voilà, donc il y a une crise qui est une crise d'ampleur, qui se manifeste. Alors, on parle beaucoup de la crise du point de vue des métropoles et des grands centres urbains. Je crois que tu vas y revenir tout à l'heure, hein, Renaud, sur la dimension territoriale de la crise, hein, qui est très importante. Là-dessus, je dirais juste l'importance, je crois, de sortir d'une vision dichotomique qui opposerait d'un côté les marchés vraiment tendus au marché détendu, avec l'idée en creux que les difficultés de logement finalement seraient concentrées dans les grandes agglomérations, où les prix sont effectivement bien plus élevés qu'ailleurs. Pourquoi c'est important d'aller outre cette opposition? C'est qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les territoires ruraux et périurbains sont également très affectés par la crise du logement, par ces expressions, à la fois parce que vous avez beaucoup de logements qui sont des logements anciens, vétustes, insalubres, notamment de l'habitat individuel, des maisons qui peuvent être achetées à bas coût, mais qui ensuite présentent un certain nombre de difficultés aussi pour les personnes qui les occupent, pour la revente, pour l'entretien, etc. Des personnes privées de logement aussi, hein, dont on parle peu, mais qui occupent aussi ces territoires. Et puis surtout, de manière plus générale, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les prix sont certes plus modérés dans ces territoires, souvent, enfin dans certains territoires, pas tous évidemment, et notamment des régions très fortement touristiques, attractives, où les prix ont explosé, mais y compris dans les territoires finalement où les prix sont plus modérés, ce qu'on observe, c'est que à l'échelle nationale, statistiquement, les situations de taux d'effort excessif, donc où la part du budget consacrée au logement est trop importante pour que ça soit soutenable véritablement pour les personnes, sont en fait plus importantes dans ces territoires, sont surreprésentés. Voilà, pas parce que les prix sont donc plus élevés, mais parce que en fait les ressources des ménages sont plus modestes. Hein, de manière générale, plus vous éloignez des centres urbains, plus la part des ouvriers et des employés, donc des classes populaires, est importante, ce qui explique ce différentiel plus marqué de manière générale entre les prix des logements et les ressources des ménages. Donc avec toutes les contraintes qui en découlent, hein, en termes d'occupation, en termes donc le taux d'effort, mais du point de vue de la précarité énergétique, par exemple, du point de vue des situations de surpeuplement qui sont nombreuses aussi dans ces territoires, et puis toutes ces formes de logement marginal, aux marges du logement standardisé qui se développent dans ces territoires. Voilà. Donc ça, c'est une première. Voilà, ce que je dirais simplement, j'ai pas regardé l'heure, je suis désolé à quelle heure j'ai commencé pour avoir une petite idée juste. Ça fait 10 minutes que je parle. D'accord, donc je vais. Et donc, là, le deuxième point sur lequel je voudrais insister peut-être, c'est, avant de discuter des réponses à apporter à la crise du logement, c'est là, pour le moment, j'ai parlé de la crise de manière un peu générale. En réalité, cette crise, elle est d'autant plus alarmante qu'elle a évidemment des effets fortement différenciés en fonction des milieux sociaux, et elle a des effets particulièrement violents sur les classes populaires. Alors elle s'est élargie depuis les années 2000, notamment à des segments de plus en plus larges des classes moyennes, mais ce sont quand même les classes populaires, les ouvriers, les employés, grosso modo, qui
qui font en premier lieu les frais de cette situation, avec le logement qui est véritablement aujourd'hui au cœur de la question sociale, en tout cas qui devrait l'être d'un point de vue politique, puisque ce qu'on observe, c'est qu'il est vraiment au cœur des dynamiques inégalitaires aujourd'hui, des dynamiques de stratification sociale. C'est à la fois le reflet des inégalités dans la société française, mais c'est aussi vraiment un ressort essentiel, majeur, aujourd'hui, de l'accentuation du creusement des inégalités sociales. C'est un facteur de déstabilisation aussi des trajectoires de logement, beaucoup de situations de déclassement social, résidentiel qui sont produites par le logement lui-même, par la hausse des prix du logement. Et puis le taux d'effort, dont je disais un mot tout à l'heure, le taux d'effort, ce qu'on observe, c'est que c'est devenu le premier poste de dépense des ménages à l'échelle de la société française. Mais si on regarde dans le détail en fonction des niveaux de vie, c'est clairement du côté des fractions les modestes de la société que le logement pèse beaucoup plus cher. Donc en fait, le logement, il y a des inégalités très marquées du côté du logement qui sont de plus en plus marquées. Et si on regarde ce seul paramètre, par exemple, on observe que les 25% des ménages les plus modestes, donc un quart de la population, consacrent en moyenne 45% de leur budget au logement dans le parc locatif privé. Donc on voit que c'est un facteur de dégradation majeure en fait des conditions d'existence, ne serait-ce que par ce facteur économique. Voilà, donc il y a tout ça, je crois, à souligner. Et puis peut-être je terminerai aussi sur le fait qu'en sens inverse, le logement c'est devenu un facteur d'enrichissement de catégories de la population aisée qui bénéficient finalement de l'augmentation des prix, de la dérégulation du marché immobilier. Je rappellerai juste peut-être un chiffre, le fait qu'en France aujourd'hui, il y a la moitié du parc locatif qui est détenu par 3,5% de la population. Et ces 3,5% de la population, ils sont extrêmement dotés puisque leur caractéristique commune, c'est d'avoir au moins 5 logements à disposition. Donc on voit qu'il y a une extrême concentration de la propriété, avec des villes comme Paris où ce taux atteint des proportions même plus importantes, 58% à Paris du parc locatif privé est détenu par ces 3,5% de la population. Tout ça dans un contexte d'augmentation des inégalités. Je rappelle peut-être aussi un autre chiffre. En fait, les 10% des ménages les plus dotés disposent quand même de la moitié du patrimoine français, quand 40% de la population se partage 3% seulement des richesses nationales. Donc on voit que penser le logement, penser des réponses, c'est nécessairement, je crois, réinscrire vraiment la question du logement dans la question du point de vue des inégalités, qui sont vraiment au cœur de la question sociale, au cœur de la question des questions en matière de logement. Et je disais que 3,5% des ménages disposent de la moitié du parc locatif. Ça, c'est évidemment cette hyper-concentration de la propriété, c'est évidemment un des facteurs du coup explicatifs des difficultés en matière de logement aujourd'hui. Lucie Delaporte, je crois, qui est là dans le public, a publié un article il y a quelques jours dans Mediapart qui montre que par ailleurs, ces logements occupés par des multipropriétaires, ils sont souvent inoccupés, en fait, laissés vacants. On sait que en fait, plus de 10% ces logements, ce qui correspond à 2 millions de logements à peu près en France, sont effectivement vacants. Ces logements possédés par des multipropriétaires, c'est des catégories qui sont tellement aisées qu'elles peuvent décider finalement de ne plus mettre en location leur logement. De leur point de vue, ça peut apparaître comme contraignant. Donc voilà, c'est dire à quel point c'est des ménages qui ont des ressources très élevées. Et au-delà de ça, un autre élément qui me semble peut-être important aussi à discuter après, c'est au-delà de cette hyper-concentration de la propriété, c'est l'explosion en fait des plateformes, des meublés touristiques dont on parle à raison beaucoup, qui ont réduit dans certains territoires de manière très très prononcée le parc locatif privé, et puis aussi les résidences secondaires. On a un mouvement d'accroissement très marqué du nombre de résidences secondaires en France. Aujourd'hui, c'est 10% des logements en France qui sont des résidences secondaires. On était
après la Seconde Guerre mondiale, on était à 1% et quelques, je crois que c'était 3% oui, dans les années 70, un peu plus de 5% au début des années 2000, et là voilà, on est à 10%. Donc on voit qu'il y a un mouvement comme ça de concentration, une fois encore, hein, de la propriété, et qui explique dans un contexte de dérégulation du marché du logement et de désinvestissement par la puissance publique de la question du logement, les difficultés extrêmement prononcées qu'on rencontre. Hein, voilà, quand je dis dérégulation du marché et désinvestissement de la puissance publique, on a effectivement eu, notamment au cours, ça, encore une fois, on en discutera sans doute, c'est un mouvement qui est ancien, mais au cours des dernières années, on a eu un mouvement quand même très très marqué politiquement, du point de vue, voilà, dans une perspective néolibérale de désinvestissement du logement social, avec quelques mesures qui ont mis gravement en difficulté les bailleurs sociaux, les locataires eux-mêmes, hein, puisque chaque année depuis 2017, l'État économise 4 milliards d'euros sur les APL, avec différentes mesures qui ont réduit en 2017, en 2018, enfin, par différentes mesures les APL, à la fois en les désindexant de l'inflation, en réduisant de manière forfaitaire de 5 euros le montant des APL, en mettant en place en 2018 la réduction dite de loyer de solidarité. En fait, ça veut dire c'est imposer aux bailleurs une réduction, enfin c'est un manque à gagner d'1,3 milliard d'euros chaque année pour les bailleurs. Donc on comprend que voilà, la crise, elle s'explique aussi par un manque de production qui est produit politiquement, et la décision a été prise aussi dans ces années-là, en 2018, hein, d'augmenter la taxe sur la construction des logements sociaux, qui est passée de 5,5% à 10% sur les logements PLUS et PLS, donc enfin deux types de logements sociaux en France, sur les trois grosso modo qui existent. Le taux du livret A est passé de 0,5% à 3%, également une décision politique qui grève les finances. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur ces différents éléments, mais on voit bien en tout cas qu'il y a clairement que c'est la crise du logement, les réponses, en tout cas à mon sens, je dirais, elles sont d'une certaine manière connues en fait. On peut, mais on va en discuter. Il faut les déployer. Mais derrière, ce qui est en jeu, c'est une question politique, d'orientation politique, voilà, à prendre pour la suite. Ouais. Je vous remercie. Merci. Renaud, peut-être si tu veux compléter sur notamment la question territoriale oui. La répartition de cette crise. Merci Florence. C'est toi qui as le bouton pour changer les slides. Voilà. Super, merci. Bonjour à toutes et à tous. En fait, pour prendre la suite de ton propos, Gaspard, l'introduction était très claire et je vais m'inscrire dans la suite en caractérisant les choses peut-être avec le prisme de la propriété. Parce que pour élaborer des solutions relatives à la crise du logement, faut d'abord donc poser un diagnostic, hein, et on peut l'aborder à travers la propriété parce qu'elle permet de comprendre les blocages progressifs des parcours d'accession. Dans un contexte français où j'ai fait un très simple copier-coller des unes du Nouvel Observateur depuis une vingtaine d'années, on est dans le cadre d'une idéologie de la propriété, je dis bien idéologie de la propriété, qui sont portées par des puissants narratifs et par des politiques publiques qui véhiculent l'idée d'une France propriétaire depuis la fin des années 60, et d'une sacralisation de la propriété jusque dans les textes fondamentaux de la République. C'est important donc, et cette propriété, elle est inscrite sur la question foncière, et la question des mètres carrés de terrain disponibles, bien évidemment. Alors, quels sont les facteurs de blocage ou de fluidification des parcours résidentiels ? Cette question-là, elle permet en fait d'entrevoir quels sont les leviers de l'action si on veut pouvoir fluidifier un peu. Voilà. Je vais le faire à partir d'un programme de recherche qu'on a réalisé depuis 2019, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche. On a travaillé avec des bases de données, on a travaillé avec des entretiens auprès de propriétaires, d'accédants, une petite centaine, et puis d'une enquête avec 800 questionnaires. Je dis ça pour dire d'où je parle et le matériau que je vais discuter dans les minutes qui viennent. Pour préciser ce que tu disais il y a quelques minutes, je pense qu'il faut situer la question de la crise du logement, et on ne parle pas de crise immobilière ici, qu'on soit très clair, on parle bien de crise du logement. Voilà. La question de la crise du logement sur un contexte d'au moins 30 ans d'évolution des trajectoires
y compris des trajectoires des politiques publiques qui ont augmenté les contraintes sur les parcours résidentiels. Vous avez sur ce tableau deux graphiques. Le premier est très connu, c'est ce qu'on appelle la courbe de Frigide, qui est chercheur donc sur les questions de logement et de prix. Jacques Frigide relève depuis des années l'écart entre les prix du logement et les revenus des ménages. Et ce qui est important de constater, c'est ce qui se passe au seuil des années 2000. Sur ce graphique, vous avez une tendance qui est très linéaire avant 2000 et qui explose littéralement après 2000, à peu près à la moitié du graphique. Avant 2000, on est dans une situation de tunnel. Des années 60 jusqu'aux années 2000, l'indice des revenus et l'indice des prix du logement étaient couplés, d'accord, et avec très peu de différentiel entre les deux. La valeur des logements augmentait, mais les revenus augmentaient. Depuis 2000, on assiste à un découplage très fort. On est sorti du tunnel, d'accord, et les prix augmentent, mais pas les revenus des ménages. Ce que tu disais, d'accord, avec des ratios qui explosent. Il faut voir qu'à Paris, on est passé de 1 à 3 en l'espace de 20 ans, en l'espace de 18 ans, de 2000 à 2018. On est monté à 3,1. À Lyon en 2018, au plus haut des marchés. La température est un peu retombée sur ce graphique. Aujourd'hui, on est à 2 à Paris à peu près. Mais la province ou les régions ne sont pas épargnées. C'est ce que tu disais tout à l'heure. L'ensemble des marchés, y compris de ce qu'on va appeler les marchés périphériques, périurbains, ruraux, etc., ce découplage prix-revenu est monté à des valeurs de 2 en 2018, 1,8. D'accord ? Peu importe ces ratios, mais c'est très important de le constater et visuellement, ce graphique, il est vraiment impressionnant. D'accord ? Au-delà de ces ratios, les cartes que vous avez de l'autre côté, qu'on a réalisées avec les équipes, montrent l'évolution du nombre de mois de salaire nécessaires pour acheter 1 mètre carré. Entre 2002 et 2018. 1 mètre carré, c'est la place d'une machine à laver. D'accord. À Avignon, il fallait travailler 1 mois en 2002 pour acheter 1 mètre carré. En 2018, à Avignon, dans le périurbain d'Avignon, il fallait travailler 3 mois pour acheter la place de mettre sa machine à laver. Cette inflation, elle est ubiquiste, mais elle est inégale. Donc on a à la fois une généralisation du problème et des inégalités territoriales. Ces inégalités territoriales, j'aime bien les introduire par la question des politiques publiques. Tout ne vient pas de rien, d'accord ? L'augmentation très forte des valeurs immobilières, elle a été alimentée par plusieurs sources. Puisque les revenus n'augmentent pas, les sources de financement, c'est la revente d'un logement déjà existant. Et puis les prix ont augmenté, donc ça permet d'avoir du patrimoine. Donc les sources, c'est le recyclage du patrimoine. L'autre source très forte, c'est l'endettement, l'accélération de l'endettement, avec des durées d'endettement qui se sont allongées, avec des montants d'endettement qui ont considérablement augmenté, une inflation de la dette, notamment depuis 2007. D'accord, notamment depuis la crise financière globale, c'est un des gros facteurs. On a sauvé les banques en augmentant l'endettement. Je vais le dire très simplement. Par ailleurs, on a une restriction de l'offre de logement social, de l'offre locative, dans des réformes assez brutales de réforme de l'État-providence. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un travail de Pierre Lebrun, qui travaille à Avignon, qui permet de voir qu'il y a beaucoup de facteurs éminemment géographiques dans la distribution inégale des fixations des conditions de l'accession par les politiques publiques. D'accord. Il y a ici 2 dispositifs qui sont cartographiés. D'une part, en marron, entre 2009 et 2019, l'évolution, là c'est que l'Île-de-France, mais Pierre Lebrun a fait ça pour la France entière, l'évolution des zones éligibles au PTZ, au prêt à taux zéro, donc facilitant l'accès à la propriété par le crédit. Voilà. On voit que c'était généralisé sur le territoire francilien en 2009. Ces conditions d'accession ont disparu en 2011, rendant donc plus difficile l'accès à un crédit. On change les catégories sociales des accédants et on remet ce PTZ à disposition en 2019, mais que sur les périphéries et que sur le périurbain. Tout ceci va avoir des effets sur les conditions à chaque fois d'évolution des marchés, d'accord, et d'évolution et d'inégalité territoriale et sociale.
En dessous, en vert, vous avez un autre type de dispositif qui était censé produire du logement locatif abordable pour les catégories moyennes. C'est les investissements locatifs, Cellier, Besson, Pinel, Robien, etc. Je ne vais pas vous faire la liste complète, d'accord ? Là, on les a tous agrégés, ils ont été tous agrégés. Vous voyez que les investissements locatifs permettaient une défiscalisation sur l'ensemble du territoire francilien en 2011 et sur une très grande partie des zones ABC en 2011. Ça a été restreint aux zones centrales, aux zones les plus centrales, à partir de 2019. Donc il y a des choix territoriaux de l'action publique, d'accord, qui sont ici très clairs. Voilà. Ces effets combinés, tous ces effets combinés, inflation, baisse des revenus, endettement, catégorie de l'action publique, dispositif, ont transformé les conditions de l'accession à la propriété avec une sélectivité sociale de plus en plus forte. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est pour Paris, Lyon et Avignon, l'augmentation de la part des cadres dans les ménages propriétaires en fonction de la période d'acquisition de la résidence principale. Avant 2000, 2001, 2007, après 2008. Ce qu'on observe, c'est qu'en gros, on était entre 23 et 30% de cadres qui accédaient à une résidence principale avant 2000. Après 2008, les accédants à une résidence principale sont à plus de 43-46% des cadres. Sélectivité sociale du processus. D'accord ? Premier niveau d'analyse. Deuxième niveau d'analyse, qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter un bien, pour acheter une propriété ? Je vous conseille d'être déjà propriétaire. Voilà. En 2000, ceux qui achetaient leur résidence principale étaient déjà propriétaires, que ce soit à Avignon, à Lyon. Donc c'est pour ça, Paris-Province, le problème est le même, hein, d'accord, à des magnitudes différentes. D'accord ? Donc pas de parisianisme ici. On était autour de 35% en moyenne avant 2001. On monte à 55% en 2001-2007, 57% aujourd'hui. Donc vous voyez bien que la bascule, elle se fait dans les années 2000-2007. Plus de la moitié des acquéreurs de la résidence principale sont en fait déjà propriétaires d'un logement. D'accord ? Donc sélectivité sociale et sélectivité par le patrimoine, de manière relativement générale sur le territoire national. Voilà. Alors je vais finir là-dessus. Parce que bon, ce diagramme, il est un petit peu compliqué, mais après tout, c'est ça aussi les résultats de la recherche. Et vous êtes peut-être habitué à voir ces types de diagrammes de température quand vous voyez les diagrammes d'augmentation des températures liées au changement climatique avec le temps. D'accord ? Ce que je vous montre ici, c'est un diagramme qui montre l'évolution du ratio d'endettement, d'accord ? Le ratio dette-prix. Quel est le volume de la dette que vous contractez par rapport au prix du logement ? C'est en abscisse entre 2002 et 2018. D'accord ? Et il y a un double système de lecture. Sur la gauche, vous avez les prix immobiliers. D'accord ? Donc pour chaque petit carré, tout en haut, c'est les prix élevés, tout en bas, c'est les prix pas chers. Et sur la droite, vous avez les revenus des ménages. Chaque ligne, les 4 grandes lignes correspondent aux revenus les plus modestes tout en bas. D'accord, ce qu'on appelle le premier quartile, vous avez la médiane au milieu, et les revenus les plus élevés tout en haut. Voilà. Donc voilà pour la grille de lecture, et j'essaye de... Il me reste 3-4 minutes, Florence. Voilà. Ce que l'on commence par voir de manière générale, en ce qui concerne les revenus, donc sur l'échelle de droite, c'est que les groupes qui ont un pouvoir d'achat plus faible sont en moyenne évidemment plus endettés. D'accord ? En particulier dans les zones où les prix sont les plus élevés. Donc en haut de chaque petit graphique, on voit que la couleur est plus vive. Hein, c'est parce que là où les prix sont les plus élevés, le niveau de dette est plus important. Et toute chose égale par ailleurs, les ménages qui ont les revenus les plus modestes sont aussi ceux qui contractent les dettes les plus importantes. D'accord ? Dans une offre où l'abordabilité est dégradée, ou alors où les logements abordables n'existent carrément pas. D'accord ? Le graphique, le bout qui est en bas à droite, le rectangle qui est en bas à droite, décrit en fait dans des zones relativement chères l'absence complète de logements accessibles à des ménages de catégorie populaire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de données puisqu'il n'y a pas de logement. D'accord ? On identifie dans ce contexte 3 trajectoires patrimoniales.
qui sont des régimes en fait de formation du capital résidentiel du capital immobilier, du patrimoine immobilier dans des contextes résidentiels. Et de gauche à droite, les 3 catégories en colonne, on a les marchés à risque, les marchés en renouvellement, les marchés en reproduction. D'accord ? Et je vais les commenter rapidement, mais ce qu'on voit à gauche, c'est des marchés dans lesquels on a une vulnérabilité croissante. Des marchés à risque. C'est un contexte de faible croissance des prix immobiliers, parce qu'il y a aussi des endroits où les prix augmentent, mais augmentent faiblement. D'accord ? Quand les prix augmentent faiblement et qu'on s'est beaucoup endetté, c'est un problème, puisque généralement, quand on s'endette, on espère pouvoir valoriser son patrimoine. C'est le problème de Stéphane Plaza, généralement, quand il faisait son émission. Donc dans des contextes de faible croissance, voire de dégradation ou de volatilité des prix, ce sont les zones où les ménages sont plutôt fortement endettés, l'accès au crédit ayant été évidemment le facteur limitant ou de blocage, avec un risque de dévalorisation des biens. C'est des situations qui peuvent être extrêmement pénalisantes, voire bloquantes. On a des propriétaires qui sont bloqués dans leurs biens. Ça fait aussi partie des situations de blocage des trajectoires résidentielles. L'autre élément, la seconde dynamique au milieu, c'est un mode de renouvellement de la richesse, de renouvellement du patrimoine, mais aussi de renouvellement de l'urbain, de renouvellement du tissu urbain, d'accord ? Puisqu'on a fait ces analyses en le couplant avec les territoires et avec les types de logements, d'accord ? On a appelé cette catégorie renouvellement. C'est un régime qui caractérise plutôt des stratégies de capitalisation des actifs, je parle bien d'actifs, d'actifs financiers, d'investissement, par les acheteurs ou les vendeurs de classe moyenne supérieure, dans des zones où des maisons neuves ou des petites propriétés sont surreprésentées. D'accord ? L'activité dans ce segment de marché, elle est marquée par une combinaison d'endettement plus faible, de prix plus bas, donc une meilleure accessibilité, d'accord ? Mais qui indique que les acheteurs comptent aussi sur des acomptes plus importants, mobilisant leur épargne, mobilisant la revente d'un bien précédent, d'accord, ou des transferts intergénérationnels. C'est super important, l'héritage, d'accord. C'est fondamental pour comprendre les dynamiques du logement actuel. Deux dynamiques principales composent ce régime. L'une avec des ménages qui investissent dans des biens locatifs pour générer des revenus, notamment en défisc, en défiscalisation. L'autre avec des acheteurs qui cherchent à améliorer leur position sur l'échelle de la propriété et qui semblent en fait agir dans des logiques de gentrification. C'est pour ça que là, je parlais de questions de renouvellement et de renouvellement du logement. Et la troisième classe, on l'a appelée reproduction, et j'ai quasiment fini. Voilà. La troisième classe, c'est la reproduction ou la transmission de la richesse résidentielle. Dans les quartiers les plus centraux, les plus chers, notamment à Lyon, notamment à Paris, pour les contextes où on a travaillé, dans des zones qui sont totalement inabordables, les ménages acquéreurs doivent à la fois, j'allais dire en même temps, utiliser les leviers d'un endettement assez élevé, d'accord ? Donc on a des ménages très aisés, à fort capital, à fort patrimoine, à fort revenu, qui peuvent donc aussi mobiliser le vecteur de la dette, et ils disposent aussi d'un apport très conséquent, recyclant et transmettant le patrimoine. Ce qui s'opère dans ces marchés à droite, qui sont entièrement en mauve, d'accord, totalement inaccessibles, c'est donc des ménages à haut revenu qui en plus mobilisent l'épargne et le patrimoine pour pouvoir acheter encore plus cher, alimentant l'inflation. Ça, c'est totalement cyclique et c'est ça que je souhaite faire comprendre aujourd'hui. On y trouve une présence disproportionnée de cadres, de dirigeants d'entreprises, d'investisseurs également, aussi bien chez les acheteurs et chez les vendeurs. C'est toute une histoire ici de patrimoine personnel recyclé. Les groupes à faible revenu, je le disais tout à l'heure, dans cette troisième classe, tout à droite du graphique, vous voyez le trou qu'il y a en bas à droite des graphiques. Les groupes à faible revenu, ils ont disparu de ces zones et de ces contextes résidentiels, d'accord, soit parce que les prix sont trop élevés, soit parce qu'ils ont été évincés, expulsés par l'effet des prix immobiliers, entraînant une mobilité souvent non choisie ou une mobilité subie des ménages. Ils doivent partir ailleurs, dans d'autres secteurs du logement, dans le locatif, retourner chez leurs parents, tout ça, on pourra en parler. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de... Donc les leviers, la dette, les conditions d'endettement, les types de marchés, etc., on en parlera. Ouais. Merci, donc je vais laisser la main à Monsieur Puil pour nous parler peut-être du contexte rennais en termes de crise du logement, de caractérisation de cette crise.
Oui, voilà, je crois que vous m'avez invité en fait pour avoir une illustration que ce peut être la politique du logement donc sur un territoire. Alors Rennes pendant très longtemps en fait n'avait pas de sujet autour donc du logement. En clair, on réussissait sans trop de difficultés donc à loger donc les ménages. Et puis depuis quelques années, effectivement, les choses se sont déréglées. Et il a fallu imaginer un certain nombre donc de solutions nouvelles, et en tout cas aborder cette politique-là de façon différente de ce qu'on avait pu faire par le passé. Alors pour rappeler, juste pour situer un petit peu la métropole donc de Rennes, hein, Rennes c'est aujourd'hui donc à 1h30 donc de Paris, qui connaît aussi une évolution démographique donc extrêmement forte, hein, près de 5000 habitants supplémentaires donc par an, 180 000 habitants supplémentaires attendus donc d'ici à 2050, et ce qui suppose effectivement de prendre à bras le corps donc ce sujet autour de l'habitat donc et du logement. En même temps, c'est une métropole donc qui est aujourd'hui extrêmement donc attractive, qui est bien identifiée à l'échelle nationale voire donc internationale. Et beaucoup donc de personnes souhaitent rejoindre Rennes ou rejoindre donc la Bretagne aussi pour sa qualité donc de vie. Vous voyez ici apparaître notre évolution démographique donc sur le passé et aussi ce qu'elle pourrait être donc sur l'avenir. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans l'élaboration d'une politique locale de l'habitat. Je ne veux pas être trop technique, mais d'une politique locale de l'habitat qui se déroule donc sur la période 2023 donc à 2028 et avec un certain nombre de mesures qui sont très identifiées là aussi à l'échelle nationale aujourd'hui parce que nous faisons sans doute figure donc de précurseurs donc en la matière. Alors, évidemment, là, je vous décris une situation qui est intéressante, en tout cas en présentant le territoire, mais néanmoins, comme cela a été dit à l'instant, on enregistre depuis maintenant 5 à 6 ans une augmentation donc des populations donc les plus fragiles, avec aussi donc des revenus modestes dans le parc social. À titre d'information, hein, aujourd'hui, lorsque vous effectuez donc une attribution dans le parc social, 6 attributions sur 10 hein, se font à des ménages qui ont entre 600 et 700 euros de revenus par mois. Donc c'est pour situer un petit peu la difficulté devant laquelle donc nous sommes donc aujourd'hui, et ce qui suppose d'aborder effectivement de façon très différente donc cette politique de l'habitat donc et du logement. Alors, si on essaye un petit peu de regarder aussi ce qu'est notre territoire, cette fois peut-être d'un point de vue peut-être géographique, hein, on a une aire urbaine donc qui comprend un petit peu plus de 170 communes, un pays donc qui lui compte 77 communes à peu près, donc 500 000 donc habitants, et puis un Rennes Métropole, donc qui compte 43 communes, 470 000 donc habitants, et le tout évidemment donc en interaction est assez étroite avec une ville-centre hein, qui elle compte un petit peu plus de 220 000 donc habitants aujourd'hui. Alors, si on raisonne en termes de géographie, ce qui est assez intéressant sur la métropole de Rennes, c'est que depuis maintenant plusieurs années, nous avons développé en fait un concept donc de ville archipel sans banlieue. À Rennes, il n'y a pas de banlieue. Il y a effectivement très vite des vaches donc dans les champs, et vous voyez à l'horizon un certain nombre d'immeubles de grande hauteur, mais très rapidement, une fois que vous avez fait le tour en fait de la rocade de Rennes, vous retrouvez donc dans les champs, et ça c'est un choix politique hein, de longue date hein, qui a été effectué au fil donc du temps, que vous voyez apparaître donc ici, hein, qui commence donc au début des années 70 et qui se poursuit donc encore donc aujourd'hui, avec une réaffirmation forte hein, de développer ce qu'on appelle la ville archipel, c'est-à-dire la ville, la campagne, une nouvelle commune avec ses infrastructures de base pour que les ménages donc puissent y vivre. Le corollaire, la difficulté avec la ville archipel, c'est qu'elle offre effectivement beaucoup de qualité de vie. En revanche, elle est assez gloutonne en termes donc de transport, hein, puisque évidemment les activités souvent se situent encore donc dans le cœur donc de la métropole, et donc ce qui suppose de développer beaucoup donc d'infrastructures de transport. On est là, sans doute la seule ville, peut-être même du monde, à avoir 2 lignes de métro à cette taille-là. Et puis des infrastructures aussi en termes donc de bus hein, pour éviter que les ménages donc n'utilisent pas trop donc leur voiture. En tout cas, c'est le modèle donc qui est le nôtre donc aujourd'hui. Bon, et évidemment, comme cela a été rappelé, mais je ne vais pas y revenir trop, si ce n'est pour rajouter peut-être quelques éléments qui me semblent quand même aussi très importants.
que Rennes connaît une crise aussi donc du logement qui a des origines internationales. Je ne vais pas mentionner la guerre en Ukraine, enfin bref, tout cela qui a contribué à augmenter donc les coûts, notamment de matériaux et de production. Et puis effectivement un certain nombre de crises donc réglementaires, enfin des crises structurelles liées au secteur donc du logement. Des choses dont on parle peut-être quand même beaucoup moins, mais qui pèsent aussi au quotidien, dans mon quotidien, lorsqu'il s'agit de mettre en place donc une politique de l'habitat et du logement, c'est que le secteur du logement, c'est en fait un secteur qui est extrêmement mal appréhendé en fait, et qui est mal porté politiquement, parce que très vite on tombe aussi sur des choses qui sont très techniques. Et donc, beaucoup d'élus en fait hésitent à se saisir de ce sujet pour développer donc de vraies solutions. Quand vous regardez aujourd'hui quels sont par exemple les parlementaires qui s'intéressent à la question du logement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ils sont très très peu nombreux. Et quand dans les régions, on organise également un certain nombre de réunions à destination des élus sur le sujet du logement, ils sont très peu nombreux. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui fait un peu peur, parce que effectivement très vite on peut tomber sur des éléments très très techniques et auxquels les élus donc ne comprennent rien. Donc on a un cadre législatif et réglementaire qui a quand même extrêmement bougé donc depuis 2014. On a en permanence des lois de finances donc qui viennent modifier donc notre manière donc de travailler. On évoquait tout à l'heure, vous avez pris l'exemple du prêt, par exemple de l'évolution du prêt à taux zéro. La semaine dernière, on avait une manière d'imaginer de travailler la question du taux zéro sur notre territoire. Et puis finalement, ça va plus être ça puisque le gouvernement vient décider d'étendre le prêt à taux zéro donc à l'ensemble du territoire national, ce qui peut être intéressant, mais qui nous oblige effectivement à imaginer d'autres choses. C'est aussi l'instabilité politique qu'a connue donc le secteur du logement donc depuis 2014. Je ne compte plus le nombre de ministres que l'on a connus, certains ne restant donc depuis que quelques semaines. Et donc évidemment c'est difficile donc d'avancer dans ce contexte-là, même si depuis de longues années maintenant il y a des colloques, de très nombreuses réunions qui sont organisées sur le sujet et on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. Et donc on a un environnement autour de l'habitat et du logement en fait qui ne cesse de bouger et c'est véritablement très très compliqué à gérer. Et puis un autre élément sur lequel moi je voudrais insister aussi, c'est la centralisation de la politique du logement. Je pense qu'aujourd'hui le fait que beaucoup de décisions dans le secteur du logement soient prises à Paris, c'est un véritable handicap. Je vais vous prendre un exemple. La semaine dernière, je devais décider de créer donc une résidence d'habitat pour jeunes. Tout le monde est d'accord à l'échelle locale pour que cette résidence d'habitat jeune voie le jour. Il me faut aller chercher une autorisation qui va me prendre à peu près 6 mois à 1 an supplémentaire donc à Paris. Et donc je perds du temps. Et donc c'est l'exemple même en fait de politique qui mériterait d'être sérieusement décentralisée, voire complètement autonomisée à l'échelle donc des régions pour que véritablement et des EPCI pour que les choses puissent avancer au plus près donc des réalités. C'est un vrai problème. Qui pèse autant que d'autres facteurs qui ont pu être mentionnés donc tout à l'heure. Alors après sur la cause donc du logement et évidemment par rapport à notre réalité territoriale, aujourd'hui on a quelque chose en termes de politique de l'habitat et du logement sur notre territoire qui doit être la mise en œuvre donc du zéro artificialisation nette. Vous voyez apparaître donc un schéma qui nous oblige donc à consommer moins 50% donc de terre de 2021 donc à 2031, puis pour aller donc tout simplement donc vers du zéro à terme donc d'ici donc à 2050. Ça c'est quelque chose qu'on a saisi aujourd'hui et donc avec les territoires aujourd'hui les communes on est parvenu à se dire qu'il fallait augmenter en fait les densités de production donc de logements en fonction des réalités communales donc de chaque lieu de vie. La raréfaction foncière donc j'ai évoqué, aujourd'hui on va produire donc davantage donc en renouvellement urbain. Or qui dit renouvellement urbain dit production de logements plus chers. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, j'ai connu un coût de moyen de revient de la production d'un logement social. C'était aux alentours de 110 000 euros à peu près sur mon territoire. Aujourd'hui, on est à peu près à 180 000 euros. Donc vous voyez que ça suppose de mobiliser des masses financières importantes pour produire
quelquefois moins en fait de volume donc de logements. Donc tout ça, ça compte. Et puis donc il y a quelques années, effectivement, vous alliez chercher donc lorsque vous souhaitiez créer du logement, vous preniez un terrain, il était vide, et puis voilà, vous construisiez rapidement. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là, et donc ça suppose effectivement aussi des temps donc d'exécution qui sont beaucoup plus longs. Il y a quelques années, on pouvait produire du logement en 2 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur une période de 4 ans, voire quelquefois plus, quand les opérations donc sont complexes. Et je viens rajouter quelque chose qui est important aussi et qui participe à la crise du logement, ce sont les recours contre les projets, parce que lorsqu'on parle comme ça de la crise du logement, tout le monde est d'accord, bah oui c'est malheureux, etc., il faudrait construire, mais lorsque vous êtes concerné souvent en tant que voisin d'un futur projet donc immobilier, alors là ça vous va plus du tout, et donc vous allez avoir des recours donc contre vos projets. Moi la semaine dernière par exemple, j'ai vu tomber un projet de 300 logements qui devait sortir d'ici à 2 ans, qui sortira sans doute que d'ici 5-6 ans au mieux, parce que recours et le temps de délai de la justice donc sont ce qu'ils sont, et donc le temps que l'ensemble des projets, donc que l'ensemble des recours soient examinés, tout ça, ça contribue effectivement à la crise donc du logement, avec effectivement des conséquences très immédiates donc sur notre réalité territoriale, et qui illustrent parfaitement les propos de mes collègues donc juste avant. Vous voyez apparaître la demande. Très concrètement, ça veut dire quoi dans la vraie vie des gens? Ça veut dire que le nombre donc de demandes de locatifs au titre du logement social donc augmente. En l'espace de quelques années, on a doublé donc notre demande. Quand j'ai été élu en 2014, on devait être aux alentours donc de 10 à 15 000 demandes. Aujourd'hui, en 2024, on va frôler les 30 000 demandes. Donc vous voyez quelle a été la progression ultra rapide au titre des conséquences donc de la crise donc du logement, avec effectivement des choses dont on parle peu, mais que nous on a essayé de quantifier sur notre territoire. Je crois qu'on est le seul d'ailleurs à l'avoir fait à l'échelle nationale. C'est qu'aujourd'hui sur notre territoire, donc j'ai donné les chiffres tout à l'heure, à peu près 470 000 habitants, on a à peu près 35 000 ménages qui sont aujourd'hui fragilisés par rapport au logement. Donc c'est pas un chiffre tout à fait faible en fait. Vous voyez aussi des 11 000 personnes qui sont privées de domicile personnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont à la rue, au contraire, parce qu'on essaye de développer tout un ensemble de choses pour éviter qu'elles ne soient à la rue, mais elles sont logées dans les familles, elles sont logées à plusieurs, c'est de la colocation, c'est de la suroccupation, enfin voilà, c'est l'ensemble de ces phénomènes-là que l'on va retrouver aussi donc sur notre territoire donc maintenant. Et puis donc évidemment, certes la crise du logement c'est une augmentation de la demande locative sociale, mais c'est aussi donc une augmentation donc des prix, que ce soit sur le neuf ou que ce soit donc sur l'occasion. Alors je ne vais pas vous retracer, mais regardez la tendance donc des courbes. Donc sur la période, vous voyez que par exemple sur la ville de Rennes, on dépasse aujourd'hui, alors il faudrait que j'actualise un petit peu, mais on est en réalité à presque à 5 600, 6 000 euros donc le mètre carré donc dans le neuf. Donc là où on a connu des périodes, on était plutôt aux alentours de 3 000, 4 000. Donc oui, c'est pour donner un petit peu donc l'évolution. Et donc ça, c'est valable aussi bien donc sur le logement neuf que sur les maisons, que ce soit dans la ville de Rennes ou que ce soit donc à l'extérieur. Donc des difficultés évidemment pour accéder à la propriété, des difficultés pour celles et ceux qui souhaitent se loger donc sur notre territoire. C'est ça ce que donne en fait cette crise donc du logement. Et je rajouterais peut-être un élément qui n'apparaît pas là, c'est que aujourd'hui vous avez quand même des ménages qui, ne pouvant acheter, en fait sont exclus donc de la ville, et donc sont amenés à se loger donc beaucoup plus loin, ce qui suppose donc d'inventer donc des solutions nouvelles. Parce que effectivement, oui, la crise du logement, c'est effectivement une bombe à fragmentation quelque part des inégalités sociales que l'on peut observer à l'échelle du territoire. Merci beaucoup pour cette transition parfaite sur effectivement les solutions à apporter à cette crise du logement. Première question rapide mais importante, est-ce qu'il suffit de construire ? Puisque dans son discours de politique générale de mardi dernier, Michel Barnier a évoqué la crise du logement et le fait que pour construire, il faut du foncier. Donc, est-ce qu'il suffit de construire, de trouver du foncier disponible, ce qui n'est pas simple, mais admettons qu'on libère du foncier, est-ce qu'on résoudrait la crise du logement ? Alors, il faut construire.
Parce que je pense que, surtout quand vous êtes dans des territoires, évidemment, qui sont en expansion démographique, il faut construire. Mais ce n'est pas la réponse suffisante. Il faut aussi, par exemple, faire en sorte que le parc ancien, que ce soit le parc ancien donc, du privé ou le parc ancien social, soit véritablement adapté notamment aux évolutions démographiques. C'est-à-dire que l'on réhabilite donc, ces logements. Aujourd'hui, on sait que la taille des ménages donc, diminue de façon très importante. Et donc, il faut reprendre en fait, ces logements pour pouvoir donc, loger et répondre à la demande qui s'exprime. Il y a souvent un chiffre que je donne, dans les années 60, aujourd'hui par rapport aux années 60, on doit construire le même nombre de logements en fait, pour loger beaucoup moins de gens. Voilà, donc c'est ça aussi cette réalité. Donc d'où la difficulté de faire comprendre sur notre territoire, par exemple, vous avez des associations qui viennent se dire mais pourquoi vous construisez autant? On voit des immeubles partout, il y a des grues, etc., etc. Et en fait, les gens ne comprennent pas que autrefois les ménages c'était 3, 4, 5 personnes. Aujourd'hui, le ménage c'est 1 personne, 2 personnes, et donc à chaque fois il faut en fait un logement supplémentaire. Donc il faut construire, mais il faut aussi donc réhabiliter le parc ancien et le parc locatif social. Disons, ce que je dirais peut-être là-dessus, c'est que, oui, la question c'est qu'est-ce qu'on construit en fait, pour qui, à quelle fin, etc. Et il y a évidemment des besoins de construction, mais pas n'importe quel besoin en réalité. Déjà peut-être qu'on peut rappeler quand même quelques chiffres sur la situation globale. En fait, la France, du point de vue du nombre de logements disponibles en France par habitant, la France se porte pas si mal en réalité, puisque à l'échelle de l'Union européenne, on se trouve en 3e position après le Portugal et la Bulgarie, avec plus de 550 logements pour 1000 habitants. Donc si on regarde les choses d'un point de vue macro en termes de volume, on voit que des logements, il en existe. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'extrême concentration de la propriété. Si on regarde du point de vue de la construction, depuis les années 2000, le nombre de logements construits en France, la France est également pas si mal lotie. On arrive en 5e position, après Malte, après Chypre, l'Irlande, je crois, et un 4e pays. Donc il faut déjà aussi replacer ça par rapport à... Encore une fois, à cette question, il me semble, des inégalités. Et après, du point de vue de la construction, il y a notamment des besoins de construction en matière de logement social, de logement accessible. C'est ça qui est le cœur du problème, c'est l'accessibilité du logement. Et là-dessus, ce qu'on observe, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, comme on en discutait, les politiques qui ont été prises au cours des dernières années sont très défavorables au secteur du logement social, et ça remonte à bien plus loin en réalité, puisque c'est un mouvement qui s'amorce dès la deuxième moitié des années 70, où on va développer une politique davantage axée sur les ménages, d'aide individuelle, au détriment des politiques d'aide à la pierre, qui, après la Seconde Guerre mondiale, avaient permis de structurer en fait l'offre immobilière, structurer le jeu du marché et d'apporter des réponses tangibles aux besoins en matière de logement. Donc ce que ça a produit dès ces années-là, en fait, dans les années 90-2000, c'est progressivement un déficit structurel et qualitatif, non ajusté en fait à la demande en termes de logement. Et la reprise de la construction à partir des années 2000, elle a existé pendant un moment, mais ce qu'on observe, c'est que les logements qui sont construits, ils sont souvent en fait inadaptés aux besoins des ménages. C'est-à-dire on a construit davantage, finalement la proportion de logements de type PLS, donc PLS c'est le logement haut de gamme dans le parc social, cette proportion elle a augmenté plus vite que les véritables logements sociaux accessibles aux personnes qui en font la demande, sachant que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, en fait, quand on regarde qui fait une demande de logement social en France, on voit qu'aujourd'hui, plus de 70% font une demande pour un PLAI. Donc PLAI, c'est le logement social bas de gamme, dont le plafond correspond pour un couple à un SMIC, par exemple. Donc on voit qu'il y a les réponses qui sont apportées aussi, y compris en matière de construction de logements sociaux, sont pas forcément satisfaisantes du point de vue des besoins. Là, on voit on voit par ailleurs que la loi SRU qui oblige les communes à construire plus de 20 ou
25% de logements sociaux est finalement pas respecté, pas suffisamment. Enfin, on a 2/3 des communes qui respectent pas cette loi. Et là, comment dire, les directives, les orientations récentes du gouvernement au sujet du logement locatif intermédiaire sont évidemment, enfin, vont vraiment à contresens de ce qu'il faudrait faire, puisque c'est des logements qui sont là pour le coup totalement inadaptés, puisqu'ils sont destinés en fait à des cadres ou à des cadres supérieurs. À peine 3% des personnes qui font une demande de logement social aujourd'hui en France correspondent à ce plafond. Voilà, donc construire du logement, oui, mais pas n'importe lequel, et ça suppose bien d'autres solutions. Ouais. Juste quelques compléments, je souscris à ce que vous venez de dire complètement. Pour rappeler un élément qui est un peu un éléphant dans la pièce, construire de nouveaux logements ne fait pas baisser les prix. Les marchés du logement ne fonctionnent pas selon la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Les marchés sont très largement construits par les politiques publiques, par les conditions, par l'accumulation patrimoniale, etc. Ça me paraît très important parce que la logique inflationniste ne peut se comprendre que comme ça. Le deuxième point sur faut-il construire, mais à quel prix, c'est que la construction, l'objectif de 500 000 logements par an, hein, en gros, d'objectif de construction, le nombre de logements neufs qui seraient nécessaires par an en France serait de l'ordre de 500 000. Il y en a de l'ordre de 300 000 qui sont réellement construits, dont de l'ordre de 90 000, 100 000 en logement social. D'accord. Pour les ordres de grandeur de tête. La difficulté, elle porte sur au moins deux aspects. En plus, le fait que quand on construit, on a besoin de construire là où sont situés les emplois, là où on a des ménages qui nécessitent d'être logés, d'accord, et là où il y a des logements disponibles, vacants, dégradés, anciens, etc. Ce ne sont pas forcément les lieux, les municipalités où les ménages ont besoin de logements. Donc, on ne peut pas faire déménager les gens de force pour aller habiter des logements qui sont effectivement vacants. Ce que je veux dire par là, c'est que la nécessité de construire se fait généralement en zone tendue, là où la charge foncière est chère, là où les prix fonciers sont élevés. Donc, c'est ce que vous disiez, Monsieur Puig, c'est qu'en fait, quand on construit, le prix de sortie est élevé et augmente. Donc, construire du logement abordable avec des prix de sortie élevés, on est sur résoudre la quadrature du cercle. Le troisième élément, c'est le ZAN. Il y a un problème qui est un petit peu sous-estimé généralement, c'est qu'en fait, l'une des ressources principales des collectivités territoriales, des collectivités locales, enfin, du bloc communal, c'est la taxe foncière. Voilà. Et courir après le ZAN, tout en étant dans une politique d'austérité, des moyens dévolus aux collectivités locales et en leur demandant de se financer quasiment exclusivement par la taxe foncière pour aller vite, c'est courir après deux objectifs contradictoires, d'accord. Donc effectivement, les leviers de taxe foncière permettent d'augmenter l'assiette qui permet probablement d'aider les collectivités locales à abonder les marchés du logement. Mais on est en contradiction avec les objectifs du ZAN, d'une certaine manière. Donc le problème, l'un des points clés, c'est les contradictions dans les politiques publiques. Et je pense que M. Puig l'a dit, enfin tout à l'heure, avec le cadrage réglementaire et le cadrage réglementaire très centralisé. Non seulement ça change tout le temps, donc les acteurs promoteurs immobiliers, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, enfin les acteurs de la construction, ce sont des acteurs privés qui ont besoin d'équilibre financier de leurs opérations, qu'ils construisent du logement social ou qu'ils construisent du logement en accession à la propriété. Ces opérateurs-là, ils ont besoin de sortir des opérations qui sont à l'équilibre financièrement. C'est compliqué pour eux de se projeter sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, dans un contexte réglementaire qui évolue tout le temps. Si on ne sait pas ce que le PTZ sera la semaine prochaine, c'est un vrai problème en termes de programmation du logement. Comment une collectivité territoriale comme la vôtre, une collectivité locale comme la vôtre, peut se projeter en disant ici on va faire du PLAI, ici on va faire de l'accession à la propriété à caractère social, etc., sans connaître les conditions réglementaires de dans 2 ans et demi. Voilà. Donc effectivement, c'est un énorme point de crispation. Alors peut-être quelques éléments donc de solutions si ça veut bien avancer. Oui, quelle est la marge de manœuvre finalement de ces collectivités face à des politiques qui sont très centralisées,
très établie. Alors en fait, il faut une volonté politique donc pour agir de façon très importante. Il n'y a pas de politique de l'habitat sans volonté politique. Ça, il faut quand même le rappeler en permanence. Et ce que nous on a essayé de faire, c'est justement donc de mettre en place donc des outils permettant de résoudre les difficultés auxquelles on est confronté. C'est par exemple le fait de passer des contrats avec les communes, ce qu'on appelle la contractualisation. Nous sommes la seule métropole française à faire ça. On passe des contrats avec les communes sur un volume de production à réaliser, mais aussi, par exemple, sur quoi réaliser donc dans la commune en fonction de ce qu'est la réalité démographique. Ça, c'est un outil extrêmement donc important que l'on développe. Il y a aussi ce que l'on appelle la maîtrise donc foncière. La métropole de Rennes, depuis les années 50, a une longue tradition donc de maîtrise foncière. Et ce faisant, effectivement, ça nous a permis pendant très longtemps et encore aujourd'hui d'avoir donc comment dire des charges, ce qu'on appelle dans notre jargon des charges foncières relativement basses, nous permettant effectivement de produire donc du logement à des prix donc acceptables donc pour les ménages. Et c'est ce que l'on essaie encore donc de faire donc aujourd'hui. Et donc, ça suppose évidemment que les communes, justement dans le cadre du contrat avec lequel on travaille, jouent le jeu. Et donc, évidemment, il y a des engagements de la part de la métropole, il y a des engagements donc de la commune également donc à faire tout ça. Alors aujourd'hui, ce que l'on se propose de faire, c'est véritablement de maîtriser cette chaîne immobilière. Je ne vais pas vous détailler tout ça, mais ce qui me semble important, maîtriser la chaîne immobilière, la soutenabilité des prix, avec cette volonté de généraliser notre mécanisme de dissociation foncier en fait à l'ensemble des produits. Et pas seulement donc au logement locatif social. En réalité, il faut s'intéresser au parcours résidentiel du ménage, à la totalité donc des ménages que l'on doit qu'on se doit de loger donc sur notre territoire. Et donc il y a effectivement un certain nombre de mesures très précises qui sont en train donc de se mettre en place donc aujourd'hui, qui doivent permettre de répondre à ça. Donc ça, c'est l'enjeu politique, c'est la maîtrise de la chaîne immobilière et la soutenabilité des prix, avec une politique de l'habitat métropolitaine qui est extrêmement donc administrée et régulée. Certains trouvent trop, notamment les promoteurs, parce qu'on leur impose effectivement pas mal donc de choses, mais c'est un élément donc important. C'est produire, évidemment, réhabiliter et recycler. La dissociation foncière. J'y viens. Je vais le détailler parce que c'est un point important, mais effectivement, pour nous, la politique de l'habitat aujourd'hui, c'est pas seulement loger. C'est pas seulement produire du neuf, c'est aussi réhabiliter, c'est aussi recycler avec des objectifs donc 10-15% donc de recyclage avec des friches, on l'évoquait ce matin, avec la lutte contre du logement vacant, la transformation de bureaux, etc. Tout ça, ça fait partie donc du jeu. Au total, on est sur une offre globale annuelle d'environ 5000 logements, et donc il y a une part donc significative, donc 1250 à peu près en logement social, 1700 en accession, on le voit, et voilà. Bon, je passe là-dessus, ça c'est pour la protection donc des plus faibles, mais c'est pas l'objet donc de notre sujet. Et donc il y a un certain nombre d'outils opérationnels. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure cette contractualisation à l'échelle des communes. C'est le programme donc d'action foncière qui est ancien et que l'on muscle. Donc, effectivement, pouvoir acheter des fonciers qui nous serviront donc dans quelques années donc à produire donc du logement. Et ça, c'est extrêmement important. Or, beaucoup de communes, beaucoup de territoires à l'échelle nationale n'ont pas en réalité de politique foncière. Et donc, évidemment que c'est une difficulté parce que dans ce cas-là, au moment où elles veulent construire, elles se retrouvent face à face avec un propriétaire privé qui, lui, est en position de force donc pour imposer donc son prix. Alors, autre moyen d'agir, ce sont quand même les règles d'urbanisme. Les règles d'urbanisme, il ne faut pas les oublier. En clair, l'idée aujourd'hui, c'est de dire que pour avoir une population qui soit à peu près mixte à l'échelle donc d'une commune et encore plus à l'échelle du cœur de la métropole, il nous faut maîtriser ce qu'on appelle ces servitudes donc de mixité sociale, des emplacements réservés pour cause de mixité sociale. Ce sont des documents d'urbanisme en fait qui vont nous permettre de dire aux promoteurs ce qu'ils doivent fabriquer donc à cet endroit, du logement libre, mais aussi peut-être du logement en accession sociale à la propriété et du logement social, le tout donc étant mixé. Aujourd'hui, y compris donc dans le secteur diffus,
c'est vraiment une particularité de notre politique donc aussi. Je ne reviens pas donc sur la définition de ce que sont les emplacements réservés ou les servitudes de mixité sociale, mais ce sont des outils dont on parle peu, mais qui en réalité sont importants pour tricoter une ville. Et puis donc il y a quelque chose qui est extrêmement important pour nous, c'est de nous engager dans ce qu'on appelle la dissociation du foncier. On sait, j'ai repris une phrase donc d'Edgar Pisani dans l'Utopie foncière qui date de 1977, qui nous explique en fait que la richesse de demain, elle est dans le foncier. Enfin, elle est déjà aujourd'hui dans le foncier, mais elle le sera encore plus donc demain, compte tenu de tout ce qui a pu être exprimé donc tout à l'heure. Et donc notre objectif, c'est véritablement de faire en sorte de pouvoir proposer donc des logements à moins cher à l'ensemble donc des ménages entrant dans les critères donc de l'accession sociale donc à la propriété. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que notre idée, c'est aussi de travailler à l'idée de dire que le foncier aujourd'hui c'est un bien commun de l'humanité, et donc qu'il faut absolument utiliser donc cette notion pour développer donc un certain nombre de politiques. Donc on a mis en place depuis 2018 un office foncier donc solidaire qui reste propriétaire donc des sols sur une très longue période. Et l'acquéreur, donc le ménage, lui achète donc un logement dans le cadre de ce qu'on appelle un bail donc réel donc solidaire. Aujourd'hui, nous en avons déjà proposé plus de 600. On va en proposer à peu près 1700 donc par an. Aujourd'hui, la première métropole française en termes de dispositifs dits OFS donc BRS. Et c'est un élément donc de la réponse. Donc on a un organisme de foncier solidaire qui chez nous est une association et qui reste propriétaire du foncier sur la longue période. Le ménage, lui, donc qui vient donc acheter donc les murs, et donc des logements qui du coup ont des prix qui sont maîtrisés donc sur la très très longue période. Puisque lorsque vous devenez propriétaire donc en bail réel solidaire, vous revendez moyennant une petite clause donc d'indexation, mais vous ne faites pas de spéculation donc sur le bien donc immobilier donc en question. Et l'intérêt également de mettre en place cette politique, c'est que véritablement aujourd'hui, vous gardez en fait les profils de gens que vous avez commencé par loger. Précédemment, lorsque vous faisiez une politique en accession sociale à la propriété, très vite les propriétaires revendaient, et donc c'était revendu à des investisseurs pour faire de la location. Or les élus avaient très bien pu vouloir à un moment avoir une population justement de catégorie moyenne donc sur son territoire ou dans son quartier. Et donc là évidemment tout cela donc est changé. Alors là, là vous voyez l'exemple de ce qu'est un montage donc OFS BRS, avec, je le fais très vite, mais avec un office foncier donc qui achète donc le foncier, le ménage qui lui va finir par acheter donc son logement mais sans le foncier, et donc il va payer une redevance faible par rapport au fait que son logement soit posé sur un foncier qui ne lui appartient pas. Sur notre territoire par exemple, c'est 0,15 centimes d'euros par mètre carré et par mois, donc oui, c'est quand même extrêmement faible, mais sur d'autres territoires ça peut être plus. Et puis donc les ménages restent propriétaires donc de leur logement sur la très longue période, et ils peuvent revendre ensuite donc leur ménage donc à des conditions qu'ils connaissent donc effectivement à l'avance. Voilà. Alors on évoquait tout à l'heure effectivement ce qui intervient et quels sont les changements qui peuvent intervenir. Aujourd'hui, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais ce qui est en décembre 2023, les plafonds pour l'accession sociale à la propriété ont été considérablement donc relevés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur notre territoire, mais je pense que c'est à peu près la réalité ailleurs en France, mais je ne suis pas sûr tout le monde ait bien mesuré ça, près de 9 locataires sur 10 aujourd'hui sont accessibles à l'accession sociale à la propriété. C'est juste gigantesque. Et donc, ce qui nous a amené, nous, oui, apparaît des chiffres, là c'est pareil, vous voyez le pouvoir d'achat supplémentaire réalisé donc en fonction du changement de zone et de l'augmentation donc des plafonds donc de ressources, ce qui nous a amené à imaginer en fait d'avoir une politique en accession sociale à la propriété très diverse, puisqu'on voit apparaître le logement social donc, programmé donc, en PLAI, PLUS, mais très vite, vous voyez, le premier prix que l'on propose en bail réel solidaire, il est à 2800 € par mètre carré, donc stationnement compris, par rapport à un marché qui, lui, est plutôt aux alentours de 5000, voire plus dans certains quartiers.
Et donc, comme les plafonds pour accéder à l'accession sociale ont été considérablement revalorisés, en fait, on a mis en place une gamme donc, de produits au titre du bail réel solidaire. Et donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que sur les 5000 logements, vous allez en avoir à peu près 1700, 1800 à sortir à l'échelle de notre territoire. On le fait en collectif, mais on le fait aussi en maison, dont dispositif Maison plus Jardin. Vous voyez un dispositif donc à 3200 € dans le secteur donc diffus. En clair, là, on vient dire à un promoteur qui s'apprêtait à réaliser une opération purement privée à prix très cher, on va lui dire, vous allez aussi faire du bail réel solidaire à cet endroit, mais vous allez le faire à ce prix-là. D'accord. Même chose, vous voyez apparaître une autre tarification à 3008 et une autre donc à 4200 qui elle est réalisée par les promoteurs donc privés. Donc c'est une volonté de maîtriser en fait toute cette chaîne avec des prix qui sont administrés. Et donc il y a quelques jours, je me trouvais donc dans notre région de France et vous aviez donc des promoteurs qui étaient des bailleurs qui disaient c'est drôlement intéressant, les plafonds pour accéder à l'action sociale viennent d'augmenter, donc on va pouvoir augmenter nos prix. Non en fait, parce que là on a tout faux. Donc en réalité, mais le problème c'est que sur certains territoires, c'est ce qui va se passer, parce que les élus ne maîtrisent pas suffisamment les choses. Et donc là, ici, coûte que coûte, c'est 2008, 3002, 3008, 4002, et on est parti comme ça pour 6 ans. D'accord, avec une volonté de maîtriser donc les choses. Et voilà donc comment on arrive à mettre en place donc cette politique aujourd'hui qui donne donc satisfaction et qui va donc démarrer. Je passe donc sur les impacts, sur les aspects techniques, etc. Tout ça. Alors on l'a fait pour la Maison plus Jardin, aussi pour les communes donc les plus éloignées. Un autre élément que je souhaitais évoquer très rapidement parce que le temps passe, mais qui est une réponse elle très non pas provisoire, mais évidemment pas forcément à l'échelle de l'ensemble des publics que l'on se doit de loger, mais de certains d'entre eux, c'est une politique autour de ce qu'on a appelé le sans foncier fixe, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle des délaissés fonciers, des petits bouts de terrain tout simplement, et on va venir poser donc sur ces terrains en fait de l'habitat donc modulaire pour les publics qui ont besoin d'être logés donc en priorité. Alors aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui se développe également sur la métropole donc de Rennes. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les sujets que j'évoquais donc avant, mais c'est une partie de la réponse, un brique par brique comme cela, on peut apporter des réponses donc à la crise donc du logement. Là, ce sont des logements que l'on propose donc entièrement donc meublés de plein pied, de l'ossature bois, voilà donc des logements qui sont très très intéressants et donc beaucoup de communes aujourd'hui souhaitent ce type donc de produits aujourd'hui donc sur leur commune. Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer donc à développer ces outils-là, mais en réalité, il y en a bien d'autres. Il y aurait aussi, par exemple, la lutte contre le logement vacant en proposant, par exemple, nous, on n'en a pas beaucoup de logements vacants, mais néanmoins, il faut aller les chercher, ces logements vacants, c'est-à-dire proposer, par exemple, aux propriétaires des solutions de conventionnement pour leur assurer donc le paiement donc de leur loyer. Et puis dernier dispositif que j'envisage d'expérimenter parce qu'on me l'a signalé pas si longtemps, on a quelques propriétaires privés qui sont propriétaires à 100% donc de leur logement, donc monopropriété, mais qui ne les louent pas parce qu'ils ont peur des locataires. Donc j'envisage peut-être de les réquisitionner. Voilà, donc on va peut-être aussi expérimenter cette possibilité-là. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je voulais quand même qu'on garde un temps pour les questions de la salle. Donc, on va s'arrêter là. Comme ça, on a quand même un quart d'heure pour des questions de la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour nos trois invités? Donc, les micros viennent à vous, normalement. Bonjour, moi je viens des Alpes et du coup, on a plus un problème de résidence secondaire. Donc moi, je viens d'un endroit où on a 80% de résidences secondaires, en moyenne. Donc j'aimerais bien savoir les outils qui existent et les solutions face à ça. Et aussi face à... On a parlé un petit peu de l'explosion des plateformes, Airbnb, tout ça. Et du coup, nous, c'est plutôt nos problématiques. Donc j'avais un peu cette question. Merci. Alors, j'ai une autre question, moi. Alors, vous avez parlé, Monsieur Puil, de densifier
le logement. Mais alors, comment on peut densifier sans pour autant entraîner trop de promiscuité, trop de proximité? C'est le premier point. Deuxièmement, comment on sort de la métropolisation et comment on pense aussi ventiler ces logements sociaux dans les milieux ruraux. Vous savez que les communes de moins de 3500 habitants ne sont pas éligibles au quota de logements sociaux et on en manque pour le coup très cruellement. Premier point. Deuxièmement, le PLH et toute la compétence habitat est facultative là aussi dans ces communes rurales-là. Donc il n'y a absolument aucune action pour loger les habitants dans ces espaces-là. Or, je pense qu'il faut urgemment répartir les populations sur le territoire français et sortir de la métropolisation à tout crin. Alors, je veux bien répondre à la dernière question. En fait, ce que vous dites est vrai et puis en même temps mérite quand même quelques correctifs. Je veux dire en clair qu'aujourd'hui, s'il y a une volonté politique au niveau des établissements publics de coopération intercommunale, il est possible de faire donc du logement et du logement social sur n'importe donc quelques communes. Alors il faudra évidemment trouver un bailleur social qui accepte donc d'aller le faire. Il faudra peut-être aussi que l'EPCI se décide à investir un peu d'argent dans sa politique locale de l'habitat. Nous, par exemple, nous investissons à peu près 90 à 100 euros donc par habitant, mais vous avez des territoires où c'est 5 euros. Donc il y a quand même un sujet autour donc de cela. Donc nous, ce que nous faisons pour pouvoir répartir équitablement le logement social, l'accession sociale et les autres formes de logement, notre réponse, elle est dans la contractualisation. C'est-à-dire dans le contrat qu'on passe avec chacune des communes. Vous devez faire ça et en contrepartie de cela, on vous aide, c'est-à-dire on leur verse donc de l'argent pour que les choses donc se mettent donc en place. Voilà. Donc ça c'est un outil vraiment très puissant que beaucoup d'autres territoires pourraient donc utiliser parce que effectivement à l'échelle nationale aujourd'hui vous avez beaucoup de ce qu'on appelle des PLH qui sont votés mais qui ne reçoivent pas de traduction opérationnelle et c'est ça véritablement donc le problème. Donc quels outils derrière on peut mettre en place pour que les choses donc se fassent. Après la répartition des populations à une échelle plus large elle se fait. Tout à l'heure, je vous ai présenté donc une carte. Alors c'est vrai que ça va très vite, mais présenter une carte. Et l'objectif, c'est de réfléchir, enfin pas seulement de réfléchir, on le fait déjà, mais de continuer à disperser donc les populations à l'échelle donc de l'aire urbaine, donc qui est la nôtre, pas seulement à l'échelle donc de la métropole de Rennes, mais aussi du pays, et d'avoir des échanges en Bretagne, en tout cas on l'a avec les territoires donc les territoires voisins. Sur les locations donc touristiques, moi je m'apprête à mettre en place donc en début de 25 une réglementation sur les locations donc touristiques. Pour nous, sur Rennes, c'est pas trop un sujet, les locations touristiques. Nous, on a plus de sujets avec les étudiants, par exemple, parce que notre population étudiante a explosé ces dernières années. Et la population étudiante, ils sont très sympathiques, mais évidemment, il n'y a pas de problème. Mais il faut les loger. Or, quand vous passez de quelques 60 000 étudiants à 75 000 étudiants bientôt, c'est autant de logements qui captent. Et donc avec des conséquences très lourdes en fait sur l'ensemble de la chaîne du logement. Donc ça donc là ça veut dire qu'il faut construire des résidences universitaires, mais l'État ne suit pas forcément. Qu'il faut construire des résidences privées. On sait aussi que c'est pas si simple que ça. Mais sur les locations touristiques, Saint-Malo par exemple aujourd'hui est en passe de faire adopter donc un vrai règlement permettant de maîtriser donc les choses. Évidemment il y a eu des recours. Le tribunal administratif a eu à connaître de ça avant-hier. Pour l'instant, ça avance plutôt positivement donc pour eux. On verra. Après, en Bretagne, on a globalement effectivement le sujet des résidences secondaires. En tout cas, je suis pas sûr que la réponse, comme on l'a vu quelquefois, ce soit un statut de résident. Si vous voulez réserver l'acquisition à des locaux, c'est pas si simple que ça. Je pense que la réponse, elle est dans le long terme, c'est-à-dire dans une maîtrise donc des fonciers, et donc pour ça il faut de l'argent, il faut peut-être maîtriser donc les prix du foncier. Lorsque j'ai présidé le réseau national des offices fonciers, c'est ce à quoi je me suis attaché. J'ai plaidé de ça auprès du gouvernement pour qu'effectivement il y ait une vraie maîtrise donc des prix donc du foncier donc dans notre pays, parce qu'il n'y a pas de politique de l'habitat si effectivement les prix du foncier explosent. Oui, disons que ça permet effectivement de soulever la question en fait de la régulation du marché immobilier. Tu parlais d'éléphant qui est dans la pièce, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. C'est quand même celui-là, enfin cette question-là, c'est-à-dire au-delà de la production, de la construction de logements, c'est la question de l'encadrement, de la régulation du marché immobilier, notamment par des politiques de lutte contre la spéculation. Là, on a une politique
pour le moment qui existe, mais qui est extrêmement modeste dans ses effets, extrêmement timoré à l'échelle nationale, qui est expérimentale et optionnelle depuis 2018. On avait une première politique de blocage des loyers qui avait été prise en 2014, qui était un peu plus ambitieuse, puisqu'elle concernait plus de 1100 communes, territoires. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de territoires qui mettent en place en pratique l'encadrement des loyers. C'est sur demande auprès de l'État, dans des territoires tendus, c'est sous conditions, etc. Et les effets, ils sont là, mais ils restent très modestes, parce que la loi en elle-même, elle a finalement des ambitions qui sont une fois encore très, très, très modérées. Donc la réponse sur le marché, concernant les résidences secondaires ou les locations meublées, il y a un levier qui existe, c'est l'interdiction. Il y a des communes, il y a des villes qui le font. Amsterdam, par exemple, sur les résidences secondaires, il faut résider au moins 4 ans sur place. Plutôt l'achat d'un appartement suppose de résider au moins 4 ans. Il y a des manières de contrôler ça. Ça peut être plus ferme encore. Il y a le levier fiscal qui fonctionne, mais qui, encore une fois, là aujourd'hui, n'est pas suffisamment développé, c'est-à-dire que la fiscalité est beaucoup trop faible pour avoir vraiment un pouvoir incitatif sur les propriétaires qui disposent une fois encore de plusieurs logements et qui peuvent tout à fait se permettre de payer 2 000 € par an de taxes sur les résidences secondaires ou sur la vacance. Donc voilà, c'est des décisions politiques. Du point de vue, il y a tout un tas d'outils en fait qu'on peut mobiliser sur le foncier dont on parlait tout à l'heure. Il est aussi envisageable de mettre en place un encadrement des prix du foncier, un petit peu sur la base de ce qui existe dans le parc locatif, du côté du logement, sur la base des prix des logements, du foncier aux alentours. La question de la fiscalité du foncier non bâti, elle est aussi primordiale, au sens où aujourd'hui on sait en fait la fiscalité sur les plus-values sur le foncier non bâti, elle est dégressive avec le temps, donc ça encourage la rétention foncière. Il faudrait inverser ce type de fiscalité. Il y a la question de la taxation des plus-values immobilières, qui peut apparaître aussi trop faible si on veut vraiment agir sur le marché immobilier. Ce qu'on appelle les frais de notaire en général, les frais de mutation à titre onéreux. En fait, on voit qu'ils sont proportionnels au montant de la vente. Il serait envisageable, on pourrait tout à fait mettre en place des politiques avec une taxation différenciée, notamment sur des ventes très élevées. En fait, il y a plein de leviers possibles, mais qui passent notamment par l'encadrement et la régulation des prix du marché immobilier. L'encadrement, une fois encore, le plafond est trop élevé. En fait, il faudrait sans doute baisser le plafond si on voulait contrer les effets de la hausse exponentielle qui a été montrée tout à l'heure depuis les années 2000. Oui, et puis avec tous ces dispositifs qui sont aussi faciles à contourner. Pour l'encadrement des loyers, c'est le responsable du logement à la métropole de Lyon, Renaud Père, qui dit s'il y a une vue sur Fourvière depuis les toilettes, vous pouvez demander un complément de loyer. Donc contourner l'encadrement des loyers. Donc effectivement, oui, c'est ça, contourner dans le cadre présent, c'est-à-dire avec une loi effectivement qui pose des dérogations possibles avec des termes effectivement assez flous, dans lesquels s'engouffrent évidemment les propriétaires. Et puis il n'y a aucun moyen de coercition en fait pour appliquer réellement cette mesure. Il faudrait accompagner les locataires, qu'il y ait des moyens publics pour accompagner les locataires, pour intenter des actions contre les propriétaires. Et il faudrait qu'il y ait des pénalités qui n'existent pas en l'état actuel des choses. En fait, un propriétaire, il a à mettre son contrat en bonne et due forme et à rembourser les trop perçus. Donc c'est effectivement pas très contraignant pour un propriétaire aujourd'hui. Dans un contexte de crise du logement, on n'a pas forcément envie de se mettre à dos son propriétaire. Est-ce qu'il y a d'autres... Pardon. Non, je voulais réagir à la question de Madame sur le fait d'inciter aussi, d'éviter trop de densité dans les quartiers et d'inciter à la mobilité des ménages. C'est une question qui mérite d'être prise au sérieux. Je pense que, si j'ai 2 minutes, je pense qu'il faut voir qu'on a dans cette question du logement énormément d'outils techniques et de solutions qui sont absolument géniales. Le bail réel solidaire, le découplage du foncier et de la propriété du logement,
logement, effectivement, qui vient des community land trusts nord-américains, etc. C'est quelque chose qui aide considérablement localement et qui est extrêmement efficace. Voilà. Et qui est probablement un outil important de lutte contre la spéculation immobilière, du fait du capage des droits du prix de revente ensuite à un maximum qui évite voilà. Mais de l'autre, il faut bien voir, et je vais répondre à la question sur la mobilité, il faut bien voir d'où viennent les contradictions dans lesquelles on est. C'est-à-dire que localement, il y a des outils qui existent, etc. Mais en même temps, il y a une longue tendance historique à la patrimonialisation du logement. Voilà. Et donc, les outils qu'on cherche à mettre en place sont des outils de dépatrimonialisation du logement. Voilà. Et on vient de 30 ans où, depuis le rapport de la Banque mondiale de 93, qui était en anglais Enabling Markets to Work, faire en sorte que les marchés fonctionnent, d'accord, l'ensemble des politiques nationales du logement en France ont été des politiques pro-accumulation patrimoniale. D'accord, qui ont été donc des politiques pro-inflationnistes, voilà, avec deux effets. Un effet qui a été que ces politiques pro-inflationnistes ont permis en même temps de détricoter le système de l'État-providence. Assurance sociale et retraite en particulier. Puisque dans une France de propriétaires, les gens étaient donc assurés par leur valeur immobilière d'avoir de l'argent pour les vieux jours. D'accord ? À tel point que cette valeur immobilière, elle est aujourd'hui recyclée pour plein de ménages au moment du passage à l'EHPAD. Beaucoup de ventes permettent de financer en fait la grande vieillesse. D'accord ? La question démographique, elle est super importante. Voilà. Donc on a une accumulation patrimoniale très forte qui a en fait aussi un objectif économique d'assurer le vieillissement de la population sans trop grever les comptes publics, et c'est un truc qui date depuis les années 90. Premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a une population jeune qui a 25 ans, qui a 30 ans, qui a 40 ans. D'accord, et qui n'a pas bénéficié des conditions d'accession à la propriété et au logement et à la location dans de bonnes conditions il y a 10 ou il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait de cette population ? Comment concrètement on la loge avec des besoins différenciés, etc. Et là, l'équation, elle est extrêmement difficile à résoudre si on ne densifie pas. Je veux bien qu'on ne densifie pas. D'accord ? Mais ne pas densifier, c'est quoi ? C'est une peur de dégradation de la valeur immobilière ? C'est quoi la question derrière ? D'accord ? Si on ne densifie pas, comment on peut loger une population qui a 30 ans aujourd'hui, qui ne peut pas accéder au marché du logement là où elle travaille, c'est-à-dire je parle d'une population d'actifs, d'accord, en relation avec les bassins d'emploi et avec les marchés de l'emploi. Je tenais à insister là-dessus parce que concrètement, ce qu'on voit dans les zones les plus gentrifiées, là où les prix s'envolent, c'est une très grande fragilité d'un certain nombre de ménages. L'étude de Luc Guibard là-dessus, à partir des données de la Caisse d'allocation familiale, est extrêmement éclairante. Il a mis en évidence quand des ménages devaient partir parce qu'ils ne trouvaient pas de logement là où ils habitaient, au moment de ce déménagement, d'accord, les facteurs de fragilité des ménages, c'est quoi ? C'est changement d'emploi, perte d'emploi, décohabitation liée à un divorce, femme seule isolée avec enfant. C'est ça en fait les facteurs de fragilité d'un ménage qui font qu'un ménage va déménager plus loin de son travail que là où il habitait précédemment. D'accord ? Comment on adresse sérieusement ces problématiques-là ? Ce qu'a démontré cette étude, c'est que les dispositifs de logement social, d'aide au logement par la CAF, on a parlé des APL au début, voilà, reparlons des APL. Les dispositifs d'aide au logement, d'accord, ils coûtent pas très cher. Franchement, ils coûtent pas très cher. Comparé aux 40 milliards d'aides à l'accession à la propriété, etc. Non, ils coûtent pas très cher, sérieusement, d'accord ? Mais ils sont extrêmement efficaces pour que des populations plus précaires puissent se maintenir dans un logement ou dans un quartier. Donc, parmi les solutions, les allocations. Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment désolée, il est 15h, il faut absolument qu'on s'arrête parce que Monsieur Puil a son train. Et puis, il y a d'autres conférences. Mais merci beaucoup et puis merci à tous les trois.